Lydie Salvert, vous êtes une écrivaine. Vous êtes née le 15 mars 1946 à Autainville, dans le Loir-et-Cher. Vous êtes le fruit de parents espagnols, républicains, exilés dans le sud de la France à la fin de la guerre civile. Vous obtenez un bac philo, un premier prix de danseuse de twist, un certificat de lettres modernes et un de littérature espagnole. Vous faites des études de médecine, puis de psychiatrie à Marseille, un mémoire sur le procès de Gilles de Rais de Georges Bataille. Oh, vous savez ça. Vous travaillez comme psychiatre près de Marseille tout en publiant des textes brefs dans plusieurs revues. Vous déménagez à Paris et vous travaillez comme pédopsychiatre dans un centre médico-psychologique à Argenteuil puis à Sannois et un peu plus tard au CMPP de Bagnolet dont vous devenez la directrice. Votre premier ouvrage, La Déclaration, a été écrit en quelques mois. Pendant plusieurs années, vous menez de concert votre activité de pédopsychiatre et votre travail d'écriture. La puissance des mouches, la compagnie des spectres, les belles âmes, la méthode Mila, la vie commune, la médaille, hymne, 7 femmes, pas pleurer, petit traité d'éducation lubrique, tout homme est une nuit, la conférence de Sainte-Gabelle, passage à l'ennemi, BW, marcher jusqu'au soir, rêver debout, irréfutable essai de successologie, autant de titres, presque tout autant de prix, y compris le Goncourt, traduit dans de nombreux pays et dont certains ont fait l'objet d'adaptations théâtrales. Et puis vos chroniques dans les Inrocks, et puis les rencontres avec Chloé Delhomme, Serge Tessoguet, Bruno Chevillon, Claude Barthélémy et tant d'autres, pour ne citer qu'eux, car il pourrait y avoir un grand autre ainsi proche, si là, ce serait Bernard Ouellet. Aujourd'hui, vous résidez dans un village du Gard, loin du tumulte de la ville, un peu plus proche des étoiles. Lydie Salvert, comment parler de vous ? Comment parler de vous qui parlez si bien des autres ? Car en vous lisant, nous lisons les autres. En lisant les autres, nous vous lisons. Incessants allers-retours entre les mots des uns et ceux des autres. Nourriture mutuelle, sensuelle, en écho toujours. Votre œuvre est parcourue de l'œuvre de ceux qui vous ont précédé comme de ceux qui vous accompagnent. Elle en est indissociable, insécable. Elle en est imbriquée, enchevêtrée. Sculpture au long cours, elle la contient et vous vous inscrivez alors dans le livre du monde, passante et héritière, relais et garante d'une polyphonie universelle, ardente sentinelle de son enrichissement, fidèle du mouvement de sa pensée, d'un imaginaire nourri et renouvelé pour tenter de traduire les voix qui narrent nos existences, nos humanités. Entendre les voix de joie, voix de rêve, criantes, rieuses, folles, maltraitantes, lumineuses, désespérées, oui. Avec vous, nous percevons les langues, nous chantons les musiques, nous outrepassons toutes les frontières. Alors non, je ne vais pas vous flatter, même si après avoir lu votre essai, je pourrais suivre conseils, méthodes et lignes de conduite. Je ne vais pas vous flatter malgré votre puissance, je n'ai rien à vouloir gagner. Vous n'êtes pas un puissant malgré votre puissance, parce que vous n'êtes ni en rut, ni en guerre, ni en promotion, ni en représentation. Vous n'avez rien à vendre, ni rien à déclarer. Transbahutez vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche, disait Léo Ferré. Vous êtes en marche sur le fil de votre vie et en guerre, si tant est qu'il en soit parfois ainsi, avec vous-même, et en amour, invariablement, avec la poésie. Lorsque l'on chemine dans votre œuvre, l'on chemine à vos côtés, aux abords de vos regards et de vos humeurs, de vos trous et de vos pleins, de vos vides et de vos déliés, de vos déploiements et de vos cris, qu'ils soient impertinents ou féroces ou gais, amoureux ou désespérés. Au cœur, la révolte, vibrante, la résistance et l'impertinence aussi, et l'humour et l'élégance. Vous n'êtes pas condescendante, vous êtes insolente et si douce. Vous n'êtes pas tiède, vous êtes piquante, acerbe, vive. Vous n'êtes pas délatrice, vous êtes implacable, voire irréfutable. Vous n'êtes pas conformiste, vous êtes truculente, satirique, lucide et blessée, souveraine, cruelle et modeste, joueuse et égarée. Lydie Salvert, vous êtes une passionnariat des êtres et des mots, éternellement jouée sur la partition du temps. Alors, parlez de vous en vous parlant à vous, en vous lisant, en vous écoutant, en embarquant sur vos navires, car vous conviez à partir, nulle part ou ailleurs, mais à partir, c'est-à-dire à rêver, à poursuivre la route et le voyage,
à s'éprendre de liberté, à ne servir aucun maître, à questionner sans cesse, à chanter les révoltes, à côtoyer la mort pour vivre effrontément, passionnément, follement, à aimer jusqu'au dernier geste, jusqu'au dernier souffle, ne pas cesser de désirer, de jouir de toutes les voluptés, désirer infiniment de vivre. Comme vous y allez, madame, comme vous ruez dans les brancards, l'air de rien, comme vous soulevez la poussière, même dans l'obscurité, comme vous y allez, madame. Lydie Salvert, bonsoir, merci et chapeau bas. Oh, merci à vous 1000 fois. Je ne saurais jamais parler des livres comme vous le faites. Vraiment, jamais. Merci, merci. Lydie Salvert. Mais parce que c'est une œuvre complète. On peut pas, je ne pouvais pas en tout cas commencer à parler d'Irréfutable essai de successologie et seulement d'Irréfutable essai. Parce que dans Irréfutable essai, comme je le disais avant, il y a tous les autres livres. Et il y a plein de petits bouts de vous. Alors voilà, on va commencer par l'Irréfutable essai. Bien sûr, on va en parler, si vous le voulez bien. Mais bien sûr. Alors cet Irréfutable essai, c'est un manuel, c'est un traité, c'est une science, c'est un pamphlet. En fait, c'est une antiphrase, c'est une immense antiphrase qui commence du début presque jusqu'à la fin, parce qu'on a quelques chapitres à la fin. Oui, heureusement, il y a les dernières heureusement qu'elles y sont, ces dernières phrases sur ces 2 derniers chapitres. Alors, ce que j'aimerais savoir dès le départ, en tout cas non, ce que j'aimerais entendre, ce sont vos influences, ce sont tous ces grands satires ou satiriques qui ont influencé votre écriture et votre envie d'écrire cet essai. Oui, j'ai une passion vraiment pour les satiristes, tous les satiristes, depuis Swift, un satiriste irlandais qui avait écrit au milieu du 17e, je crois, Modeste proposition pour que les enfants de pauvres ne soient pas à la charge de leur famille et de leur pays. Une satire violente contre ceux qui faisaient régner la misère en Irlande. Et il proposait donc de faire cuire les enfants de pauvres pour que les riches les mangent en sauce, etc. Swift, ensuite les moralistes français, La Bruyère évidemment, qui avait aussi, lui aussi la dent dure et qui disait des affairistes qu'ils étaient faits de boue et d'ordures. La Rochefoucauld, Chamfort, ensuite Voltaire, je crois pas, je suis sûre, Hugo aussi. La satire, parce que la satire est construite de façon à ce qu'elle nous touche comme une claque, comme une pierre. C'est du concentré pur. Hein, c'est tout sauf du délayage, c'est tout sauf de l'étalage. Et j'aime infiniment cette concision de la satire qui est très franchement politique. Hein. Elle dénonce les faiblesses en général de la société et avec le succès, faiblesse désirée. Hein, soumission désirée, c'est ça qui est stupéfiant avec cette folie, cette obsession, je ne sais pas comment le dire, ce délire du succès. Bref, une grande passion pour les satiristes et j'ai juste envie de vous citer 2 phrases de satiristes pour vous montrer à quel point les satiristes disent en 3 mots ce que d'autres disent en 100. C'est de Thomas Bernhard, sa définition de l'Autriche. Il disait, l'Autriche, 2 points. On écoute Schubert à l'étage, on torture à la cave. On ne peut pas dire mieux sur l'Autriche et comment elle s'est accommodée du nazisme pendant des années, comment elle a fermé les yeux ensuite sur cette collaboration, etc., etc. Puis juste pour le plaisir, une autre définition satirique d'un satiriste américain qui doit mourir dans les années 40, je crois, qui s'appelait Ambrose Bierce, et je vous exhorte à acheter son livre « Le dictionnaire du diable », je ne sais pas si vous l'avez lu. Applaudissements, 2 points, écho d'une platitude, c'est délicieux. Et Gouja, 2 points, toute personne qui
présente ses qualités comme les barquettes de fraises, les belles au-dessus, les pourries au-dessous. Ou bien un écrivaillon, écrivain concurrent. Voilà les vertus de la satire, parce que dans la satire, il y a, quand elle est réussie, de la malice, du sourire, du rire, de la mauvaise foi aussi, pour ça qu'elle déplaît aux gens sérieux, mais une immense ironie. Et pour dire avec le sourire des choses au fond très, très, très graves. Et heureusement, en effet, qu'il y a cet humour et cette tendresse, parce que sinon, on n'irait peut-être même pas jusqu'au bout du livre, on se sentirait tellement médiocre, parce que ça parle de ça, de nos médiocrités, de nos bassesses et de notre façon de se rendre esclaves de nous-mêmes. Et cet humour, cette irrévérence fait un bien fou, c'est jubilatoire. Je vous imaginais à la fois désespérée en écrivant et à la fois complètement excitée comme une jeune fille en fleurs. Quelque chose comme ça. Oui, je me suis beaucoup amusée. J'imagine. En l'écrivant. Alors peut-être qu'une façon de vous donner le ton, c'est d'entendre cette langue et d'entendre un bout de cet irréfutable essai. Si vous voulez bien, Lydie, à la page... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ah oui. Page 87. Ok. Donc, pour vous situer un peu ce livre, donc très fâché du succès qu'obtenaient les mauvais livres, alors que les écrivains que j'estime talentueux étaient vendus à 300 exemplaires, j'ai décidé de mener la guerre à la successologie, la science du succès, qui fait l'inventaire des choses qu'il faut faire pour avoir du succès, flatter, comme vous l'avez dit, caresser l'opinion dans le sens de son poil, faire du bruit, paraître sans cesse, être visible, etc. Toutes ces choses qui, semble-t-il, marchent très fort. Et donc là, c'est la règle 4 que je donne pour obtenir du succès. Alors, je ne sais pas... Oui, bon, agrégez-vous à leur chorale, qui psalmodie leur exécration de ce qui n'est pas eux, leur grande peur et leur ressentiment, leur maison secondaire avec leur jardinet, leur sens du convenable, leur fidélité au terroir, ô Toulouse, leur attachement à la famille, à l'ordre, aux règles et aux frontières, et leur désir d'avoir un chef qui les gouverne avec une autorité sans faille, un couillidé, un vrai. Pour résumer, ne suivez pas une autre route qu'eux. Tout écart, aujourd'hui, est blâmé, conspué, calomnié. Rentrez bien ça dans vos petites têtes. Dans ce monde où nous sommes parlés plus que nous ne parlons, parlés par la pub, par les médias, par le web, par l'opinion, une parole habitée, singulière et libre pourrait, par sa seule profération, faire scandale. Exprimez-vous donc dans la langue commune, devenue plate, pauvre, racornie, desséchée, décolorée, fatiguée, usée et plus qu'usée, et parlant mieux l'idiome des marchands que celui des cœurs. Autre conseil, avant que de vous prononcer sur un sujet quelconque et d'avancer des idées pittoresques sur un mode pittoresque qui vous rendrait suspect, attendez l'avis des personnes autorisées. Pascal Plot, par exemple, ou une autre de ces pointures de la télévision. Rentrez vos griffes, mes chatons, limez vos pointes, faites pâte de velours, appliquez sur vos épithètes une pommade adoucissante et versez du sirop de sucre dans l'acide qui coule dans vos phrases. Ces conseils que j'ai longuement médités s'appuient sur le constat imparable que depuis que le monde est monde, les gens de grand talent ne rencontrent de leur vivant qu'incompréhension et jalousie. Je m'arrête là ou je continue ? Encore un peu. Et subissent le mépris crasseux
de tout ce qui montre race. Encore heureux s'ils n'en sont pas punis. Est-il besoin de vous rappeler que Cervantes fut détesté par les écrivailleurs de son temps, que Corneille mourut dans la pauvreté, Racine dans le chagrin, Rousseau dans le bannissement, Mandelstam dans la relégation, Tsvetaeva au bout d'une corde, Hemingway d'un coup de fusil, Sylvia Plath la tête dans un four, Zamiatine en exil. Voulez-vous que je poursuive mon sinistre inventaire? Lorsqu'un vrai génie apparaît dans le monde, vous le reconnaîtrez à ce signe que les sots sont tous ligués contre lui, écrivait un célèbre pamphlétaire anglais. En résumé, efforcez-vous pour plaire d'être moyennement brillant, moyennement profond, moyennement optimiste et moyennement moral, ou affecté de l'être. En d'autres mots, composez avec la médiocrité, d'autant qu'elle nous est naturelle, qu'elle est notre grâce commune, notre part mesquine, lésineuse, précautionneuse, ce mariage presque parfait en nous d'avarice, de veulerie et de prudence, est la chose du monde la mieux partagée, peut-être même la plus insidieusement dangereuse. Et pour paraphraser Baudelaire, dites-vous que le succès est l'adaptation d'un esprit à la médiocrité nationale. À moins que vous ne preniez une option tout autre, mais à l'efficacité moins assurée. Singularisez-vous à tout prix, créez la polémique, allumez la controverse, pratiquez l'outrance, proclamez des horreurs, provoquez le clash, l'esbrouffe, un scandale de tous les diables. Déclarez par exemple que vous avez de l'admiration pour Kim Jong-un ou Merdi Mohamedou, le bien nommé. Certes, la chose est plus risquée et exige quelque sang-froid. Mais faire scandale en déclenchant les foudres des belles âmes a toutes les chances, par la résonance médiatique que cela engendre et sa viralité contagieuse sur les réseaux, a toutes les chances, disais-je, de faire recette. Une horreur. Bon, voilà une des règles à suivre. Alors, il y en a énormément. Et franchement, on a tout intérêt à les suivre si on veut être liké et toute autre sorte de choses. Alors, il y a des maximes en gras. Le succès est le remède universel longuement recherché pour guérir du malheur. Si vous êtes trop malheureux, allez-y. Le succès possède d'excellentes facultés détergentes. Ça, c'est quand même bon à savoir. Le succès est aphrodisiaque. Le succès est la nouvelle religion. Seuls les imbéciles créent pour une autre raison que l'argent. Il n'y a d'heureux que les gens à succès. Ne laissez pas l'argent aux mains des seuls champions de la finance et autres voleurs qualifiés. Vous y avez droit tout autant qu'eux, qu'on se le dise, etc., etc. Donc avec ça, vous êtes peut-être certain, si vous vous accrochez, d'être très en vue et très en vogue en ce moment. Alors, vous disiez dans quelque autre interview que j'ai pu écouter de vous que vous vous inquiétiez quand même de cette situation, parce qu'on rit, évidemment. On jubile, mais c'est très noir, c'est très très noir, c'est dramatique. C'est pathétique, en effet, il vaut mieux en rire, mais le constat que vous faites de la société d'aujourd'hui, depuis ces grands moralistes que vous avez cités tout à l'heure, la situation s'est aggravée, n'est-ce pas ? J'ai le sentiment, et je suis inquiète surtout pour la littérature, parce que il me semble, et je ne suis pas la première à le dire, Adorno l'avait dit bien avant moi, qu'est apparue depuis le 19e une littérature industrielle, destinée à la masse, destinée au cyberbétail, disait le philosophe Châtelet, qui est un contemporain
de Deleuze. C'est ça qui est inquiétant, je trouve. C'est cette... je suis inquiète pour la littérature, vraiment, vraiment. Parce que caresser l'opinion dans le sens de son poil, parler à la globalité, en globish, je vous dirai plus tard ce que, si vous l'ignorez, ce qu'est le globish, c'est parler à personne. Hein. C'est renoncer à toute singularité. C'est opter pour la forme la plus plate qui soit, et que certains ont appelé ce fameux globish. Et je me suis amusée, par pur mauvais esprit, d'analyser la chanson de Aya Nakamura. Jaja, vous connaissez. Sa chanson a eu un succès international. Et je me suis dit, mais pourquoi elle a un succès international? Et donc j'ai fait une étude de texte, comme à l'école, en cours de littérature. Qu'est-ce qui a marché? Eh bien, la langue la plus pauvre qui soit, avec quelques mots d'anglais, quelques mots des cités, quelques yeah pour ponctuer, et c'est bon, et ça marche. C'est d'une pauvreté abyssale, et ça marche. Et comme autre exemple aussi, il y a le langage des influenceurs et influenceuses, pas tous, bien sûr, pas tous, mais j'avais, au moment où j'écrivais le texte, j'entends un influenceur qui prétendait vendre un médicament pour guérir du cancer, c'est quand même sérieux. Et il parlait des cellules cancérigeuses. Le premier convenu, c'est qu'on dit cancérigène, vous voyez. Et donc cette espèce d'appauvrissement de la langue qui n'est que le symptôme de notre propre déculturation et de notre propre appauvrissement, puisqu'on les réclame, puisqu'on leur fait du succès, et qu'ils sont pathétiques, puisqu'ils se vendent comme leurs produits, si vous avez remarqué, les influenceurs et influenceuses. Bref, de l'inquiétude devant cet appauvrissement de la langue, vraiment, vraiment, vraiment. Et autant un certain nombre de choses médiocres me laissent indifférente, mais que la littérature devienne médiocre, là, ça me rend colérique, je crois. Moi, je résiste pas malgré la technique qui fonctionne pas, mais peut-être que ça va marcher. Je vais coller mon téléphone au micro pour faire entendre la voix de Julien Gracq. Je pense que l'essentiel de ce que je visais n'a pas disparu. Les mots, les travers de la littérature n'ont pas disparu, se sont terriblement aggravés. Et je pense qu'il en est apparu de beaucoup plus sérieux que ceux que je dénonçais, qui étaient encore des mots proprement littéraires. Alors lesquels Ah bien, c'est l'industrialisation de la littérature qui est inquiétante. Je pense au regroupement de l'édition, au nouveau mode de distribution et de diffusion. Vous entendez? L'attitude des gens qui diffusent la littérature est devenue une attitude forcément beaucoup plus impérialiste, disons qu'autrefois. Le roman, qu'est-ce que représente le roman pour vous aujourd'hui? On parle beaucoup de la mort du roman. Il représente pour moi, je l'ai dit, je crois, autrefois, un petit peu, j'ai l'habitude de parler du vocabulaire géographique, géologique un petit peu, et je disais, je crois, à cette occasion que le dernier état, enfin l'état stable et final et indifférencié en même temps de la matière, dans les glissements et sédimentations et travaux divers auxquels la géologie donne lieu, c'est l'argile. Bien, le roman, dans tous les genres littéraires qui ont été tellement cloisonnés, séparés et codifiés, le roman est devenu cette espèce de forme totalement plastique comme l'argile. C'est un englobant universel dans lequel finalement tout est venu se déverser, ou tout peut actuellement se déverser. L'essai, la psychologie, l'histoire, la philosophie, la géographie, pratiquement tout peut prendre place dans le roman. Et en même temps, c'est un roman, c'est un genre qui n'a plus de forme, bien entendu, plus de limites très précises. C'est une espèce d'excipient, si vous voulez, une excipient comme ça, totalement malléable, dans laquelle le fourre-tout, enfin si on veut le dire dans le sens péjoratif, dans lequel tout peut avoir accès. Pratiquement tout peut
C'est la littérature à l'estomac, c'est ça? C'est extrait de la littérature à l'estomac de Julien Gras, qui est une satire qui date des années 60, non? 70? Vous vous souvenez? En tout cas, je l'ai lu dans ma jeunesse. Mais ce qui s'est passé depuis le 19e, c'est qu'au 19e, vous avez ce qu'on appelle la grande littérature. Elle est repérée, Flaubert, Balzac, etc. Il y a là une littérature populaire de grande qualité, populaire, Eugène Sue, Les Mystères de Paris, etc. Et un certain monsieur de Courcelles, je ne sais pas exactement en quelle année, au début 19e, embauche une soixantaine d'écrivains pour écrire de la littérature industrielle, c'est-à-dire ils écrivent du roman rose, du roman noir, du roman de cap et d'épée, à la chaîne. Mais au 19e et courant 19e, ces trois compartiments étaient bien séparés. On savait qui faisait quoi. Aujourd'hui, les frontières sont devenues plus que perméables, hein, et les gens achètent en librairie des ouvrages qui n'existent que parce qu'ils ont bénéficié d'une couverture publicitaire d'enfer, avec travail sur les réseaux, travail de propagande, etc., qu'ils sont bien conformes, bien plats, bien, etc. Et les gens les achètent comme croyant qu'ils achètent de la littérature. C'est ça qui est infiniment triste, me semble-t-il. Mais c'est dommage qu'on soit sur scène parce que pour discuter, je trouve que c'est moins bien, mais j'espère qu'on discutera. Oui, oui, puis vous pouvez réagir. Même si il y a des je micros, suis sur scène et vous... Il y a des micros qui peuvent circuler. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie? Oui, pourquoi pas, Ah bien oui, sûr. c'est pas forcément à la fin. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme dans le salon. Est-ce que vous avez envie déjà de réagir ou pas du tout? Bien sûr. Sinon, on continue, hein, il y a tellement d'autres choses à dire. Non? Pas encore de questions? Mais c'est vrai que la scène se prête mal à l'échange, il me semble. On se voit bien, là. Ça va. Peut-être que je peux lire un autre extrait. Vous avez envie d'entendre un autre extrait de ce livre, de cet irréfutable essai? La fin, peut-être? Non? Pas déjà? Oh, pas déjà. Moi, j'aime bien lire la fin. Ah ben alors, vous lirez la fin. Ça me fait du bien. Oui, je comprends. Mais oui, c'est vrai. Je comprends complètement. On va parler... je vais lire un extrait avant qu'on continue à parler de ça, et ensuite il y aura la fin. Oui, avec plaisir. Une règle 5. Si vous avez négligé les lois impitoyables de la réussite et que de ce fait votre triomphe tarde à venir, si vos gifs n'ont déclenché que peu de visionnements, si votre vinyle n'a pas obtenu les suffrages escomptés, si votre long métrage a reçu de la presse un accueil dont le moins qu'on puisse dire est qu'il fut fort discret, si vous avez vendu 112 exemplaires de votre dernier roman, Un four, et que cet insuccès vous ravage l'esprit, si, par désespoir, vous vous êtes saoulé la gueule avec du mauvais vin et avez rompu définitivement avec la littérature, qu'on ne me parle plus jamais de cette cochonnerie, reprenez-vous de grâce, reprenez-vous. La renommée, mes bichons, c'est la patience, la passion fixe, l'acharnement inflexible, c'est la rage des affamés, l'obstination des fauves, c'est l'inexorable résolution arquée vers un seul but, c'est l'ardent, le sauvage, l'inapaisable désir de parvenir au succès, quitte à tout sacrifier jusqu'à votre être même, quitte à tuer père et mère. Note pour la bookstagrammeuse, expression française désignant une posture virile, ne doit pas être prise à la lettre, quoique. Aussi, en attendant les circonstances opportunes qui vous hisseront jusqu'au ciel, ne ruminez pas amèrement votre infortune comme le font tous les ratés, et arrachez-vous à cette morosité qui vous fait le teint laid. Quoi donc? Vous mollissez? Mais accrochez-vous, bon Dieu, et tenez bon la rampe. Tout vient à point à qui? Vous connaissez la chanson. En attendant, maintenez-vous en forme, c'est super important. Vous déprimez?
L'anafranil n'est pas fait pour les chiens, que je sache. Et qu'attendez-vous pour consulter Madame Hubert, qui est tout ensemble psychothérapeute, psycho-énergéticienne, psychogénéalogiste, psycho-naturopathe, psycho-iridologue, psycho-allergologue, psycho-gérontologue. Ai-je oublié quelque chose ? Mais bougez-vous le popotin, bon Dieu. Votre sinistrose finit à la longue par me faire perdre mon sang-froid. Continuez le job. Enfarinez, entourloupez, cajolinez, faites des pipes. Mental, s'entend. Gazouillez 1000 douceurs à qui peut vous servir, sans reculer jamais devant aucun crachat ni aucune rebuffade. Lubrifiez vos menottes, elles vous feront moins mal. Et continuez à vous faire enfumer. Vous n'en crèverez pas, bon sang de bonsoir. Peut-être y laisserez-vous des plumes et votre dignité, peut-être y laisserez-vous ce qu'il vous reste d'âme. Mais votre entêtement finira par payer. Le résultat, n'est-ce pas là l'essentiel ? Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire, écrivait La Fontaine. Je m'inscris en faux contre cette opinion, et vous sommes précisément de trop bien faire, autrement dit de vous astreindre à ces règles que j'édicte, avec rigueur, je dirais même avec dévotion, et de les appliquer dans leur menu détail sans réserve ni mesure. Sachez que ces règles se répètent depuis des temps immémoriaux, mais qu'elles sont devenues aujourd'hui encore plus impitoyables. Les connaître et les adopter vous propulseront, je vous le garantis, vers la célébrité tant désirée et tous ses attributs. Si vous êtes, par exemple, poète, elles vous amèneront à dépasser les Arthur Rimbaud, les Sylvia Plath et tant d'autres que je n'hésiterai pas à qualifier d'infirmes. Ces pauvres rimailleurs, se croyant par orgueil au-dessus des intérêts sociaux, dédaignèrent ces lois, ou pire, les défièrent, leurs poèmes n'étant le plus souvent que de purs actes de sabotage contre toute idée de succès, celui-ci n'étant à leurs yeux que la forme dégradée, abâtardie, vulgaire, en un mot bourgeoise, de l'immortelle gloire. Ils le payèrent de leur vie. Voulez-vous subir le même sort ? Alors un conseil. Si vous avez la chance d'attraper le succès, ne le laissez pas, par indolence ou paresse, s'enfuir. Exploitez-le à fond, rentabilisez-le, consolidez-le pierre à pierre, faites-le prospérer et hâtez-vous sur sa lancée d'en produire aussi sec qu'un deuxième. Chose aisée puisque le succès produit les succès, comme l'argent produit l'argent. Ça me fait penser à Molière. Finalement, il y a quelque chose de Molière là-dedans. C'est vrai qu'il y a des côtés satiriques. C'est ça. Chez Molière, oui, bien sûr. Il y a vraiment aussi, quelque chose de ça. aussi. Tout à coup, je vois l'avare, je vois justement ce qui met sur sa cheminée. Il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Enfin, toutes ces façons de penser. Oui. Tout à coup, il est apparu. Bon, je pense que si vous achetez le livre, vous aurez vraiment toutes les raisons, si vous en avez envie, d'atteindre les plus hautes marches des sphères publiques, de l'entre-soi, de l'exhibition totale. Qu'est-ce qu'on oublie encore ? Non, c'est vrai. Alors, paraître, oui, ça paraître, c'est important. S'exhiber. Être médiocre, bien sûr. Parler pour rien dire. Oui. Être aimable avec les puissants. Très. Mais alors, il faut quand même les choisir. Ça, j'ai bien retenu votre leçon. C'est pour ça que vous flatter, ça sert à rien. Parce qu'elle ne peut rien faire pour nous. Hein. Bon, c'est savoir déjà pas faire mal. des dîners mondains avec les jurés, voilà, les jurés du prix Goncourt. Ça, c'est très important. C'est très important. La tenue vestimentaire, vous allez avoir oui. des conseils extrêmement précis là-dessus. Oui. Pas trop vulgaire, mais quand même un petit peu. Alors, si vous avez dépassé 50, 60 ans, ce qui est notre cas, là, c'est même pas la peine d'essayer. Non. Là, c'est même pas la peine d'essayer. C'est râpé. Là, c'est râpé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vilainie à faire Oui, parce qu'après, vous allez voir aussi, il y a tous ces conseils, mais après, il y a des exemples extrêmement précis. Bon, il n'y a pas de délation, donc à part peut-être le Plot, c'est tout. Pascal Plot ? Oui, c'est tout. Vous le connaissez ? Même pas. Il est... Non, sur CNews, non ? Ouais, bon, non, voilà. Là, je vais me faire démolir. Si... Mais sinon, il y a toute une galerie de portraits, en fait. Il y a donc la fameuse boostagrammeuse, il y a l'homme influent, et puis après, il y a toute une série de portraits de types d'écrivains. Donc, il y a le poète aussi, je crois. Il y a le poète, il y a le poète qui n'est pas le poète qui n'est le poète l'écrivain à mèche. L'écrivain à mèche, ouais, Sharp. Et le poète qui n'est pas publié, qui vous fourgue son manuscrit
en vous disant qu'il l'a présenté à 50 maisons d'édition. Voilà, il y a celui-là. Est-ce que vous pouvez y jeter un œil? Ça, vous pouvez regarder. Et après, vous avez beaucoup de distance avec vous-même, évidemment, puisque pour pouvoir rire des autres, il faut pouvoir rire de soi, ce qu'elle a fait. Donc, Lydie Salver, elle est dans l'écrivain transfuge. Eh oui. Vous pouvez expliquer peut-être ce que c'est? Alors, l'écrivain transfuge, c'est l'écrivain qui est né dans une famille pauvre et qui, grâce à son mérite, non, je plaisante, s'est arraché à sa classe d'origine et pour comment dire, et c'est j'en bégayais tellement ça m'ennuie de me classer dans ce Il fallait bien vous classer quelque part. ce truc. Donc, qui font recette de leur malheur. Voilà, c'est ce qui m'énerve chez les transfuges, qui se servent du malheur comme d'un filon à vendre. Et ça me gêne beaucoup. Alors qu'évidemment, on a le droit de parler d'une enfance douloureuse et on a le droit de parler de tout, d'ailleurs. Mais en faire un filon parce que ça plaît aux bourgeois qui disent, vous voyez, quand on s'accroche et qu'on a du mérite, on y arrive, vous voyez, on y arrive. Je crois qu'on n'y arrive jamais seul. Quand on est d'une classe de démunis, pour le dire simplement, il faut être aidé. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un prof de français extraordinaire, Monsieur Fillol, que j'aime bien citer, et grâce à qui je suis allée au lycée. Voilà. Je me disais que j'avais un truc important à dire. Oui, non, mais ce qu'il faut, pour être honnête, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, tous les écrivains et autres qu'écrivains, les artistes et les autres, veulent être reconnus, veulent être du succès, veulent avoir du succès, bien sûr. Et que l'écrivain se trouve dans une espèce de double injonction douloureuse, c'est vouloir être lu, bien sûr, vouloir être reconnu, bien sûr, et en même temps, s'il fait de la littérature, il est en résistance contre cet ordre marchand, contre cet ordre du profit, contre cet ordre du chiffre à tout prix, etc. Forcément. Donc malaise. Alors, ou bien il quitte, comme Rimbaud, et part en Abyssinie, ce monde marchand, ou bien il est obligé, de toute façon, de se plier à un certain nombre de lois. De là à caresser toutes les bassesses, à se prêter à toutes les infamies dont je fais l'inventaire, il y a un pas. Voilà. Il faut pouvoir dire non. On va peut-être justement Par exemple, pouvoir lire oui. à la fin. Il faut pouvoir dire non. Et puis, oui. c'est une question d'équilibre. Ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de tout ça, elle permet aussi, Lydie Salver avec son livre, de le jeter aussi, si vraiment on peut jeter son livre, si on a envie d'oublier tous ses conseils et de rester un tout petit peu centré. Mais surtout, c'est ce dont je parlais au départ, c'est la révolte, la résistance et l'humour permet quand même... On va le lire, les 3 dernières pages, ou pas? Vous allez le lire. Non, enfin, si vous en avez envie. Mais oui, j'aime bien. Ah ben voilà. Elles sont là? Non, elles sont là, Ah oui. dans le livre. Donc, après avoir dit un certain nombre de choses ignominieuses, il y a un mais. Mais il se peut que vous soyez d'une ambiguïté vertigineuse. Il se peut que vous désiriez le succès tout en abominant ses servitudes. Il se peut qu'une fatigue de tout votre être vous saisisse devant les roueries, les simagrées, les ronds de jambes, les sourires forcés, les caresses menteuses et toute l'insigne tartufferie de ces petits milieux qui s'estiment éminents et croient que l'univers entier est tout occupé de leur cuisine. Il se peut que sans vous prétendre meilleur ou meilleure qu'une autre, vous n'ayez pas de goût pour le tapin, ni pour les laisses autour du cou, ni pour les aveuglements consentis, ni pour les simulacres et les mensonges, les vôtres comme ceux des autres.
Il se peut que vous considériez que l'âme s'enlaidit là où la poésie s'efface. Merci, Élisée Reclus. Et que vous ne puissiez vous résoudre à supporter cette laideur. Il se peut que vous vous sentiez foncièrement étranger à ce monde que je viens d'évoquer et que de surcroît, vous vous en contrefoutiez comme de votre première chemise. Il se peut qu'une très ancienne fierté vous habite et qu'une joie de vivre et un désir de créer parfaitement injustifié vous maintiennent debout et aussi droit qu'un arbre. Il se peut tout bonnement que vous souhaitiez être estimé par des personnes estimables, plutôt que d'espérer l'inconstant plébiscite des foules et la bénédiction de quelques puissants dont les pratiques vous répugnent. Il se peut que vous pensiez que la littérature n'est au service d'aucun maître, trait qui vient confirmer sa nature diabolique, si non serviam, et comme on le dit, la devise du démon. Il se peut que vous n'ayez ni les manières ni la morale exigées dans ce présent essai, et que vous vous en portiez formidablement bien. Il se peut même que vous les désapprouviez, et que vous estimiez que cela n'est pas vivre, que de vivre selon leurs principes. Il se peut enfin que plutôt que de vous faire un nom, N-O-M, vous préfériez vous faire un nom. Merci René Daumal, un nom à l'épate et à la vantardise, pour reprendre les mots de Walzer, un nom à être gouverné par autre chose que par soi-même. On n'a-t-elle pas les hirondelles, écrivait Ossip Mandelstam. Un nom aux lois qui mène sensément au succès en vous mordant le cœur et en vous broyant l'âme. Un nom à ces livres sans nerfs, sans eau, sans chair, sans poids, ces livres sans bonté, sans joie, sans rage et sans exultation, ces livres sans épines, ces livres sans arêtes, ces livres bien prudents, bien polis, bien propres, ces livres bien nippés, bien peignés, pommadés, ces livres écrits à l'eau tiède, à l'usage des tièdes, et qui châtrent, affadissent et dévoient toutes les choses qu'ils nomment, et un nom véhément à cette idée que la littérature et les littérateurs seraient ces vendus que cet essai complaisamment évoque, car il se peut que vous pensiez encore que les vrais livres doivent être les enfants, non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. Si tel est votre cas, reprenez le maquis et jetez loin ce livre. Est-ce que vous avez des envies, des questions, des remarques, des colères? Des colères, oui, tout est entendable. Non? Ah, attendez juste le micro. Je voulais juste dire qu'après votre définition des applaudissements, on n'ose plus applaudir. Merci pour le clin d'œil. Ambrose Bierce, je rappelle le nom de ce satiriste. Dictionnaire du diable en poche, 7 €. Jetez-vous-y, c'est drôle. Non mais c'est vrai. C'est drôle. C'est lucide. Si on veut lire Julien Gracq, on est obligé de l'acheter dans la Pléiade. Julien Gracq, lorsqu'en 1951, le livre de poche est arrivé, c'est-à-dire quelque chose qui a quand même démocratisé en quelque sorte et mis à la portée de tout le monde de la littérature, Julien Gracq ne... Si, moi je l'ai lu en livre... si. Moi, j'étais obligé, alors... moi, j'ai lu la littérature à l'estomac, dans un petit livre. Alors, je ne sais pas chez qui il a été édité. Tout petit livre, à couverture marron. Il avait pris une position, justement, au nom de... il ne voulait pas le rabaisser au niveau de cette littérature
un peu que tout le monde pouvait lire. Et donc, mais la littérature de poche, alors il ne savait pas Pléiade. que la littérature de poche concerne les livres toujours de qualité, franchement. Oui, oui. Mais grâce à la littérature de poche, on peut quand même mais lire bien Baudelaire, sûr. on peut lire mais évidemment, Rimbaud, on peut lire et heureusement. Hugo. Voilà. Ah oui, et bien sûr. Et puis, alors, une question. Est-ce que vous considérez, par exemple, Annie Ernaux ou Nicolas Mathieu comme des auteurs transfuges de classe? Mais ils l'ont dit. Mais il n'y a pas de honte à être transfuge de classe. C'est une classification dans laquelle il y a aussi Édouard Louis et un certain nombre. J'y suis, bien sûr. Annie Ernaux y est, bien sûr. Des classements qui sont faits par je ne sais qui. Et transclasse me semble peut-être plus juste que transfuge. J'ai regardé la définition de transfuge, il y a une notion de trahison. Et c'est vrai que Annie Ernaux a pu parler du sentiment de trahir sa classe. Moi, je n'ai jamais eu, jamais, le sentiment que je trahissais ma mère parce que je n'avais pas le vocabulaire. Elle n'avait pas le vocabulaire que j'avais, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a dans la notion de transfuge une odeur dérangeante de trahison. Alors, après la question que pose ce livre, Une vie réussie, en comparaison à une vie ratée, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que ça veut dire rater? On n'a pas l'image, mais je vais vous faire quand même entendre Giacometti. La voix de Giacometti. Oh, je pense que le son, ça fonctionne, hein, Bruno? Merci. Je peux envoyer. Au moins, vous aurez la voix. Oh, génial. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir. Pour en finir avec la sculpture, au plus vite. C'était radical. Hein. Parce qu'enfin, j'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'était exactement le domaine où j'ai comprenais le moins. Alors, il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en débarrasser. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Ça parle de l'homme qui marche, sa célèbre sculpture. Je suis peut-être pas sculpteur du tout. J'ai l'impression que j'ai pas le sentiment de volume, non? Depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Au point que je me rappelle, étant jeune homme ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je connaissais pas, juste ça les mettait hors d'eux, n'est-ce pas? Comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir. Comme si tout était tellement trouble, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on veut voir, ce qu'on voit. Boum. Je me rappelle à peu près exactement le jour en 1945, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus des images sur l'écran, mais simplement des taches qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Comme si c'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment, j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois. Donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais qu'elle ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. N'est-ce pas? Au fond, je ne travaille que pour moi, pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité des êtres vivants.
comme si, à chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'il puisse tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Ça, je le ressens chaque fois que je travaille d'après nature. Qu'on fasse de la sculpture ou de la peinture ou qu'on écrive ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non? À donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non? Mais moi, ce qui me frappe, puisque j'ai écrit sur lui, c'est cette constante impression d'échouer, au point que son frère, qui était en quelque sorte son assistant, était obligé de sauver certaines pièces parce qu'il les foutait à la poubelle, tellement il était toujours mécontent de lui. C'est un échec, un perdant magnifique, hein, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Il était rongé par cette idée que ça n'était jamais assez bien. Et un autre exemple qui nous rend à tous extrêmement modestes, je suis allée à Rouen une année, et la directrice de la médiathèque me dit « Je vais vous montrer quelque chose ». Et elle me montre, on va dans une allée, elle s'arrête et elle sort un dossier épais comme ça. C'était Madame Bovary de Flaubert. Il n'y a pas une page qui n'ait pas été écrite, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 100 fois. Il pouvait reprendre une phrase pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il ait le sentiment qu'elle était juste et qu'elle sonnait. On est loin de pas mal de produits littéraires aujourd'hui. Et ça m'a fait un grand bien de voir cette modestie de Flaubert, retravaillant sans cesse sa phrase. Et cette façon justement de penser le temps. Bien sûr. Et il disait, c'est Flaubert qui a dit, je crois que le succès, ça n'est que la conséquence. Or aujourd'hui, c'est le but. Il faut avoir du succès tout de suite, à tout prix, et avant même d'avoir conçu sa chose. Voilà pourquoi ce témoignage de et puis cet homme qui marche, qui est à la fois tellement fragile et vulnérable, on se demande comment il tient, mais cependant bien planté sur terre. Moi, j'adore ça. Oui. Il a d'énormes pieds, bien ancrés sur la terre, fragile et ancré sur la terre, les deux. Et cette incessante observation du monde aussi, et oui, dont il regarde, il l'homme observe, qui marche, il va à la rencontre. Regarde devant, il ne regarde pas ses pieds, il regarde soit l'autre, soit l'horizon, mais devant. Le temps n'est pas figé, rien n'est figé. Ouais, c'est magnifique. Et justement, on va pouvoir parler à la suite de ça, justement, la rencontre, l'autre, donc l'observation, donc l'inconnu aussi, et donc l'imaginaire et les rêves et la folie et cette figure extraordinaire que vous aimez tant, qui est citée de nombreuses fois dans votre œuvre, celle de Don Quichotte, qui vous ramène évidemment aussi à votre part d'Espagne. J'aimerais qu'on parle un peu de Don Quichotte, en tout cas que vous puissiez vous nous en parler. Ce symbole. Don Quichotte n'a que de grandes et belles idées. Il voit un valet ligoter un arbre par son patron parce qu'il a osé lui demander ses gages. Immédiatement, il libère le valet, alors qu'à l'époque, 1605, les prises de position pour les valets contre les maîtres étaient plutôt rares, sinon exceptionnelles. Il voit une jeune fille qui déclare sa liberté, etc. Il va à son secours parce qu'elle a peur qu'on lui fasse du mal, puisqu'elle est féministe bien avant l'heure. Bref, il est toujours à défendre celui qui est en difficulté, celui qui est l'objet de vindicte, etc. Et chaque fois, il échoue. Parce qu'il n'a pas lu votre livre. Parce qu'il est seul, parce qu'il s'en prend à plus fort que lui, parce qu'il s'en prend à la meute, parce qu'il s'en prend à la foule, etc.
Et chaque fois, il tombe à terre, on lui casse les dents, mais chaque fois, il se relève. C'est ça qui est beau. C'est que rien n'atténue son désir de se battre et de se battre pour les autres. Rien que la mort. Puisque quand il renonce à son don quichotisme, il meurt. Il meurt. C'est une figure magnifique. Magnifique. Pose la question de la folie aussi. Et évidemment, alors 1605, l'Inquisition règne en maître en Espagne, et dès qu'un livre sort du sentier battu, dit ce qu'il ne faut pas, on le brûle, et il y a des autodafés où on peut brûler 5000 livres mal pensants à l'époque, ça ne gêne personne. Donc la précaution de Cervantes qui est géniale, c'est que chaque fois, il ne fait que des gestes subversifs, au fond. Et chaque fois qu'il se livre à un geste subversif, Cervantes signale bien qu'il est fou, de façon à ce que son livre n'aille pas rejoindre l'autodafé où les autres livres mal pensants sont brûlés. C'est extraordinaire. Et ce qui est très très beau dans le Quichotte, c'est que petit à petit, Cervantes au départ veut juste écrire une satire, un pamphlet contre la littérature chevaleresque qui, lui semble-t-il, est complètement ringarde à l'époque. Vous voyez, c'est la littérature chevaleresque, ce sont des chevaliers qui vont défendre leur princesse captive et qui défient des dragons, etc. Et Cervantes dit, c'est fini cette époque. C'est fini la littérature chevaleresque. Je vais écrire un pamphlet en décrivant un chevalier grotesque. Et au départ, c'est vrai que le Cervantes est grotesque et qu'il se bat contre des moulins à vent. Et c'est la seule chose, hélas, qu'on a retenue de lui. Mais plus on avance, plus Cervantes se prend d'amour pour son Quichotte, plus il se fait quichotiser. Et dans la deuxième partie du Quichotte, il est plus ridicule, il est magnifique. Et surtout, il instaure avec Sancho Panza son valet, avec qui il devrait être condescendant, à qui il ne devrait adresser que rarement la parole. Ils engagent des conversations extraordinaires, ça qui est magnifique. Si bien que quand Sancho revient chez lui, dans sa maison, sa femme lui dit « Mais comment tu parles ? Je ne te comprends plus. » Il a acquis le beau langage, il a acquis l'art de converser, l'art de la dialectique, etc. Et sa femme ne reconnaît plus son Sancho de départ. C'est magnifique. Qui peut faire ça ? Et sa prise de position pour Marcel, donc, qui est une prise de position féministe en 1605. Marcel à qui il fait dire plutôt la compagnie des oiseaux que celle de Marie. Quoi ? Comment ? À 1605, une jeune fille bien née préfère les oiseaux qu'un mari. Il faudrait la brûler si elle existait. Elle dit qu'elle préfère travailler que rien foutre chez elle. Une jeune fille bien née à l'époque ne travaillait pas. Quelle horreur, quelle horreur. Donc, il trace le portrait de Marcel, pur féministe. Je pourrais en dire des heures là-dessus. J'écris aussi là-dessus pour la Déferlante, la revue féministe. Et j'ai perdu mon fil. Et oui, et donc Marcel qui fait ce discours féministe devant une assemblée de jeunes gens. Il faudrait que je raconte tout, mais c'est trop long. Et Don Quichotte dit, si vous touchez à un cheveu de Marcel, vous aurez affaire à moi. Voilà. Et Marcel rentre chez elle, garder ses moutons. Et si vous voulez converser avec Cervantes et Lily Salver, vous pouvez lire Rêver debout, donc, qui est un livre, voilà, elle s'adresse au tout départ à Cervantes. Il y a plein de choses qui ne lui vont pas, donc elle règle Je feins. Voilà, vous feignez, bien sûr. Et à partir de là, voilà, vous allez pouvoir rentrer aussi dans l'univers et de Lily Salver et de Cervantes. Rêver debout, je ne sais pas s'il est sur la table de la libraire, mais c'est aussi un ouvrage magnifique, vous l'avez vu. La part d'Espagne, elle est immense. Vous avez écrit Pas pleurer,
2014, le prix Goncourt, un hommage à votre mère, entre autres. Et il y a dans ce livre Bernanos, et il y a votre mère, et il y a le Fragnol. Je vais en venir à ça, on ne peut pas rentrer on n'a pas assez de temps. Mais le Fragnol, pour parler de la langue, encore une fois, puisque vous êtes une défenseuse de la langue et de la littérature. Et la défendre, ça ne veut pas dire la conserver et la mettre en boîte. Pour ne surtout pas la toucher, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter la voix de Virginia Woolf qui parle de ça. Words, English Words. C'est le seul enregistrement de Woolf que vous pourrez trouver. Et qui parle aussi de ça. Si on la fige, la langue, si on la conserve, ben, on les vide aussi. Mais Rabelais disait, ne parlez pas avec des mots gelés. Parler avec des mots de gueule. Voilà, de gueule. Des mots de gueule. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais tout le monde comprend des mots de gueule. Mais le fragnol, c'est des mots de gueule espagnol. Aussi. C'est ça, quelque part. Sans doute. Cette langue que sa mère parlait, puisqu'elle est espagnole, et qu'elle a mélangée au français, qui est devenue d'une poésie incroyable. Enfin, je vous laisse en parler un peu. Donc, ma mère, comme vous l'avez dit, arrive en France en février 1939. Et elle ne sait pas un mot de français, elle ne sait rien de la culture française, rien de la géographie française. Elle arrive vraiment en pays inconnu. Et petite, elle fait un séjour au camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, ensuite au camp d'internement de Mozac. Bon, je ne vais pas retracer tout son parcours. Et petit à petit, elle va bricoler une langue faite de français et d'espagnol, que tu connais bien, je crois. Langue dont j'ai honte quand je suis enfant, parce qu'elle me signale comme la fille de l'étrangère, la fille de celle qui ne sait pas parler. Et plus je vais vieillir, plus je vais adorer cette langue pleine d'incorrections, mais infiniment poétique. Et je cite souvent cette anecdote de ma mère, mais je pourrais en citer 10 000, hein. À la fin de sa vie, elle redevient catholique. Et un jour, très sérieusement, elle me dit, ma chérie, il faut que je te parle. J'oublie de vous signaler que quand elle attrapait un mot, ma mère, qu'elle ne connaissait pas, le soir même ou le lendemain, elle l'expérimentait dans une phrase pour savoir si elle l'avait bien compris. Et elle me dit, il faut que je te dise une chose très sérieuse, ma chérie. Je suis devenue extrêmement crédule. Elle avait appris le mot crédule la veille. Et j'ai trouvé ça merveilleux de poésie, puisque crédule, même racine que croyant, évidemment. Et c'était à l'infini. Hein. Là, j'en cite quelques-unes, je crois. Comment elle dit ? Et ça tombe à pic nommé, ce que tu viens de dire. Enfin bref, elle prenait des expressions qu'elle essayait de redire et qu'elle faisait à sa sauce, alors en partie par jeu peut-être, ou sans le vouloir, je n'en sais trop rien, mais une langue savoureuse en tout cas. Oui, c'est ça, comment vous incitez vous le dites d'ailleurs parfois, à la maltraiter la langue. C'est-à-dire, justement pour la sortir de son gel, c'est pas l'évider comme on a tendance à le faire aujourd'hui quand on l'appauvrit. Au contraire, c'est la piquer, c'est la réveiller, c'est la transformer. C'est tout ça. Bien sûr. Vous incitez à tout ça. Mais je crois que tous les enfants d'exilés, qu'ils soient espagnols, italiens ou autres, ont dû repérer dans leur famille du fragnol à leur sauce. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Parce qu'on s'approche de la fin de ce rendez-vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse d'avance pour une question qui est peut-être un peu maladroite, d'autant que je ne connais d'où que ce que j'entends depuis 1 heure, donc je ne parle pas forcément en connaissance de cause. Mais je me demandais si le succès, du coup, pour vous, c'est ça, comment vous composez avec le vôtre ? Et plus largement, est-ce qu'il y a encore des succès dignes de ce nom et en quoi ils se distinguent, du coup ? Alors, pour ce qui est du succès que j'ai obtenu avec le prix Goncourt c'était quelle année ? J'ai oublié. 2014. 2014, il se trouve qu'au moment où on m'annonce ou 2 jours avant, on m'annonce le prix Goncourt, on m'annonce que j'ai un cancer.
Donc ça m'a fait redescendre sur Terre à une vitesse très grande. Et je crois que j'ai regardé tout ça davantage préoccupée par ce qui me tombait dessus comme maladie que par l'ivresse du succès. Mes sœurs, elles, étaient ivres de mon succès. Moi, je suis restée un peu les pieds sur terre et au fond, avec du recul, je trouve que c'était pas mal. Ça m'a pas tourné la tête. J'ai dû renoncer à la tournée internationale, mais bon, c'est pas si grave. Et voilà, j'ai regardé ça d'un peu loin, on va le dire comme ça. Puis le succès du Goncourt, il se renouvelle pas. Il se renouvelle pas à chaque livre. Hein. C'est 500 000 exemplaires vendus à peu près pour un Goncourt. Donc tout d'un coup, vous devenez riche. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je peux dire en étant à peu près honnête. D'autres Je vous ai répondu? Oui. Pas plus Non, ou moins. Non, elle n'est pas vraiment. satisfaite. Pas vraiment. Désolée, hein, je veux pas. Mais il y a des succès mérités, bien sûr. Voilà. Et du coup, bien comment sûr. vous les définissez et en quoi ils se distinguent du reste des succès mérités? Oh là là. Alors, il faut toujours des circonstances qui favorables. Hein. Le succès mérité du Quichotte, je vais vous le dire. Je ne sais pas si vous le savez. Vous l'avez lu, non? Je crois, oui. 1605. Ah oui. Il n'a pas de protecteur. Or, tous les écrivains ont un protecteur. Il n'a pas de fortune. Or, il vaut mieux avoir de la fortune pour écrire. Il a fait de la prison à Alger. Bref, son livre sort, 0 succès. Réception, 0. Vous savez ce qu'il fait? Il écrit un libelle contre son propre livre. C'est avéré. Hein. Donc ça attire l'intérêt des écrivains contemporains, mais un libelle, c'est toujours intéressant. Un libelle, quelque chose qui descend quelqu'un, formidable, on s'en lèche les babines. Et petit à petit, on le lit. Et ce qui est très beau avec le Quichotte, c'est que non seulement on le lit dans les hautes classes et à la cour, mais on le lit dans les villages. Ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde. Dans les cours de ferme, sur les places de marché, par ceux qui savent lire et qui font la lecture à haute voix. Et c'est le rêve absolu de tous les écrivains d'être lu vraiment par tout le monde, par toute la société. Je crois que c'est le premier best-seller, je crois, de l'histoire après la Bible. Il y en a eu d'autres. Hein. Voilà, il y a eu des... Voilà, il faut un peu aider. Laurence Stern avec Vie et opinion de Tristram Shandy, qui à l'époque fait aussi un grand succès, et je crois qu'il y a une ruse aussi, mais j'ai oublié laquelle. Je crois qu'il l'avait adressée à je ne sais qui de très puissant. Bon, et après Les Fleurs du Mal, un procès, Emma Bovary, un procès, mais le procès lui sert par la suite. C'est-à-dire que le fait d'avoir été condamné ultérieurement servira sa cause. Mais comme je le dis, je crois que c'est là où je fais l'inventaire des auteurs inconnus de leur vivant, c'est quand même la majorité. Le succès vient après, souvent. Alors là. Moi, je suis une fanatique, par exemple, de Chevillard, Éric Chevillard, donc que tous les universitaires s'arrachent, et des séminaires, et vous dites Chevillard dans une assemblée de lecteurs, on dit « Ah bon? Qui ?» Édition de minuit. On estime qu'il est difficile. Je me demande bien pourquoi. Il est d'une drôlerie folle. Mais minuit, donc pas de propagande. Enfin, je ne sais pas, on peut discuter ensemble de Chevillard. J'espère que quelques-uns d'entre vous l'ont lu, malgré tout. Voilà comment ça se passe quand même. Hein. C'est ça. Hein. Oui. Bonsoir. Je ne vous vois pas. Ah, je suis là. Ah, pardon.
Alors moi, J'aime bien voir les gens à qui je parle. Donc moi, c'est un homme blanc, cisgenre, de plus de 50 ans qui m'a offert votre livre « Cette femme ». René Pignès, le directeur du centre Joël Bousquet de Carcassonne. Je l'adore. Voilà, qui fait un travail Vous lui incroyable. direz, hein. Je l'adore. Et donc, votre œuvre s'est mêlée à d'autres auteurs, autrices qui donnent de l'épaisseur à la vie. Charles Julier, ou on pourrait en dire plein d'autres. Annie Lebrun, dont je voulais vous demander si vous l'aviez lu. Oui. Et je comprends votre inquiétude quant à l'industrialisation de la littérature, l'industrie culturelle, mais je me demande si on peut isoler cette question de cette industrie-là des autres pans de l'existence, quand on voit qu'aujourd'hui, notre alimentation, la majorité des gens est industrielle, l'éducation nationale est devenue industrielle, la sexualité, la santé. Et je ne sais pas, je me demande comment vous pensez ça. Est-ce que, moi, en lisant des auteurs, j'ai fini par me demander si ce n'était pas lié à un désir d'arrachement à notre condition humaine et comment on pourrait commencer à construire une culture de résistance à cette volonté de puissance qui mène au succès. Et moi, par exemple, je n'ai pas de smartphone. La vie, pour nous, devient impossible. Voilà, impossible, et même notre choix n'est pas compris, en fait, de vouloir garder des zones d'ombre dans sa vie, ne pas être tracé en permanence. Et donc quelle place pour le rêve, la nuit, aujourd'hui. Je pense évidemment que l'économie marchande a imprégné tous les aspects de nos vies, je pense. La logique de la consommation, la logique du nombre. Vous êtes intéressant sur les réseaux. Si vous avez je ne sais combien d'amis, ça m'a toujours paru une horreur d'avoir 50 000 amis. Comment est-il possible d'avoir 50 000 amis? Quand on en a 3, c'est tellement bien. Bref, oui, tous les aspects. Alors, mais j'ai pas de solution. Hein. Ah, si, elle en a une. Alors, dans le petit traité d'éducation lubrique, voilà ce qu'elle dit. Ça va tous nous éclairer. J'ai oublié complètement. Aussi, bien que sachant qu'un assouvissement et qu'un bonheur parfait sont rêves impossibles et que leur recherche à tout prix pourrait nous amener à quelques errements, nous vous exhortons, novices et moins novices, à ne pas laisser en jachère vos attributs sensibles, si justement nommés. Le chien-dent pourrait les gagner. Avant que la mort ne vous prenne, aimez ardemment. Allez boire à longs traits aux lèvres douces de vos amants, aux fentes fraîches de vos maîtresses, et savourez leur goût de mère. Livrez-vous aux caresses, aux tendresses, aux folles fantaisies, aux saintes pamoisons, aux 8 béatitudes, aux vertiges, aux orages, à toutes ces délices qui de bonheur nous font trembler et nous font désirer infiniment de vivre. Nous ne savons rien de meilleur. Je ne suis pas sûre que ça vienne mettre un terme à l'économie marchande, les caresses, mais bon, on peut essayer. Moi, je pense qu'on peut essayer. On sait ce qui ne marche pas, mais on n'essaye pas ce qui pourrait peut-être marcher. Alors, moi, je dis que peut-être on pourrait suivre aussi ces conseils-là. L'amour, oui. J'aurais une question peut-être un petit peu personnelle et peut-être un peu trop intrusive. Ok. C'est comment avez-vous fait pour écrire et continuer à travailler comme psychiatre et pédopsychiatre? C'est une question qui me concerne. Ok. En tant que psychanalyste. Les deux pratiques ont été vraiment en amitié. J'adorais mener ces deux pratiques de front parce que la littérature en chambre, la littérature écrite depuis une tour, je doute je doute qu'elle soit humaine. Et d'ailleurs, si on aime tant la littérature américaine, c'est parce que la plupart des écrivains qui nous arrivent des États-Unis ont tous travaillé dans des cafés, ont fait 1000 métiers. Faulkner qui mettait des pelletés de charbon dans des usines en même temps qu'il écrivait Le bruit et la fureur. Je crois vraiment que c'est très important de travailler si on écrit
contrairement à ce qu'on... Et ce qu'il risque d'en savoir. Alors, moi, j'écris donc très tardivement, et quand j'ai eu le Goncourt, je donnais des consultations dans un CMPP à Bagnolet, auprès des enfants et d'une population à qui ça passait, mais alors, à 10 kilomètres au-dessus de leur tête. Vraiment, vraiment. Et oui, c'est vrai, oui, sûrement que c'est compliqué si on s'adresse à des adultes qui savent et qui ont lu, etc., etc. Ça, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Mais c'était vraiment... J'avais l'impression qu'une pratique me consolait de l'autre et réciproquement. Je trouvais après une journée de consultation, ou avant, je trouvais du bonheur à écrire. Et je trouvais du bonheur à retrouver les enfants en consultation en chair et en os, qui me prenaient à l'improviste, qui disaient des choses formidables ou pas. Bref, on était dans la vie, avec des familles vivantes, et à qui il fallait faire du bien. Et ça, c'était... Après la solitude du matin ou du soir, c'était très bon aussi, vous voyez. Donc voilà. Mais j'écris tardivement. J'ai 40 ans passés quand je m'autorise à écrire, après avoir essayé d'approcher de 1000 manières l'objet de mon désir. Et il m'a fallu de longues années avant de m'autoriser à franchir le cap. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Si vous avez envie, vraiment, allez-y. Il n'y a pas d'âge pour écrire, pour commencer à écrire. Cervantes avait, je crois, 56 ans quand il écrit Quichotte. J'aime bien dire ça. Son œuvre... Et alors Gabrielle Witkop, je crois, c'est mon mari qui l'a publié. Je crois qu'elle devait avoir dans ces eaux-là quand elle commence son édition en France, Gabrielle Witkop. Et elle va avoir... il y a une fondation qui est en train de se créer autour de son œuvre, vous voyez, qu'elle a bien fait. Non, il n'y a pas d'âge. Et en plus, j'allais dire des horreurs. Ah oui, dites-les. Non, mais plus on est vieux, moins on est con. Peut-être, c'est pas sûr. Ça dépend des vieux, ça dépend des cons. C'est fastoche de dire ça, non, c'est facile de dire ça. Non, il y a des vieux très cons et des jeunes pas du tout. Exactement. Non, on peut pas dire ça. Non, c'est juste une bêtise de plus. On peut pas le dire. Une bêtise de plus. On a le droit de dire des bêtises. Bon, je crois que de toute façon, on va pouvoir se parler en off, comme on dit. Mais j'aimerais juste finir par... on peut pas tout lire. Je vous conseille aussi d'aller lire 7 femmes. C'est magnifique sur la folie, justement, les 7 folles, le début de ce texte. Et j'avais prévu de le lire, mais on peut pas tout lire. On dit lesquelles, 7 folles, peut-être, juste pour le plaisir. Allez-y. Woolf, Tsvetaeva, Ingeborg Bachmann, Émilie Brontë. J'ai toujours peur d'en oublier. Colette. Et c'est qui la 7e? Qui? Sylvia Plath. J'ai failli oublier Sylvia Plath. C'est vraiment très très beau. Magnifique, Sylvia Plath. Et pour se quitter, on va écouter une musique que vous avez choisie, qui est El Quinto Regimiento. Écoute. Libération, musique orchestrale, Charlie Eden. Merci à vous tous d'avoir été ici avec nous. Et on va finir donc en musique.